comment vous parler du ménager de Paris et de l'enseignement qu'il contient, parce qu'il y a plein d'histoires qui se croisent dans cet ouvrage complètement hirsute, si on peut dire. L'histoire de la société, l'histoire de la littérature aussi, ma propre histoire, puisqu'un jour, un maître est venu me demander de traduire un texte dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, en l'occurrence, un savoir-vivre qu'un bourgeois vieillissant a ou aurait écrit pour la toute jeune femme qu'il vient d'épouser. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là ce livre où il est question de catéchisme, il est question de cuisine, il est question des soins qu'une bonne épouse doit prodiguer à son mari et bien d'autres choses encore. Et peu à peu, donc, je suis entrée dans ce livre et il m'a accompagnée en fait pendant plus de 30 ans. Et donc, un jour, il m'est venu en fait le besoin finalement d'en faire une synthèse, mais aussi d'éprouver un peu ce qu'on peut en tirer, pas seulement du point de vue littéraire bien sûr, mais aussi dans quelle mesure ce genre de texte, d'une richesse infinie, peut être une source pour l'historien. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un bourgeois qui parle, qui est d'un côté très très attachant. Vous voyez, il dit « Ma chère amie, vous m'avez demandé la semaine même de notre mariage de vous instruire patiemment au jour le jour dans l'intimité de notre chambre. Chère amie, vous m'avez dit que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour vous y conformer et je vous en sais gré infiniment. » Donc ça c'est la première chose. Et un peu plus loin il dit en fait, vous n'avez pas besoin de cet enseignement. Tout ce que je connais de vous, tout ce que j'ai vu me ravit et me comble d'aise. De fait, vous n'avez aucun besoin de cet enseignement. Vous êtes déjà parfaite. Et donc, dans cet enseignement, avec beaucoup de chapitres différents, il y a comme deux voies. D'un côté, vous avez ce bourgeois d'une délicatesse absolument extraordinaire, oui, qui dit ça, vous êtes parfaite, vous n'en avez pas besoin. Et de l'autre côté, en même temps, il cite des traditions qui semblent très âpres, très dures. Et ce faisant, donc, il esquisse un idéal social, pour moi, à mon sens, complètement inédit, c'est-à-dire le modèle de la parfaite bourgeoise. Et là, on plonge dans le réel, dans les contingences de la vie en société. On n'est plus dans une espèce de cadre soit stylisé comme dans la littérature courtoise ou alors dans un monastère. Non, on est, comment dire, en proie aux tentations du monde, aux aspérités du monde aussi. Et donc là, il s'agit donc de dresser une espèce de modèle, comment dire, presque un mode d'emploi pour vivre en bonne bourgeoise au Moyen-Âge. Il y a donc beaucoup d'enseignements qui nous paraissent très âpres, en particulier, la parfaite bourgeoise se distingue par son obéissance absolue à son mari, dans les grandes choses, dans les petites choses, et ça va de pair avec une hantise terrible, et le bourgeois appelle ça le soupçon, c'est-à-dire il ne faut jamais prêter le flanc à comment dire, à des rumeurs ou des médisances possibles. Et il dit même que finalement le soupçon, c'est presque pire que le fait lui-même. Donc c'est quelque chose qui est très très impressionnant, que finalement vous pouvez être la femme la plus généreuse, la plus vertueuse, si jamais il y a une médisante qui trouve que peut-être parce que votre col dépasse ou si vos cheveux dépassent dessous la coiffe, ça peut déjà être un critère qui pourrait éventuellement ruiner la réputation d'un mari. En allant à l'église, vous devez vous faire accompagner convenablement, selon votre état, en particulier par des femmes de bien. Évitez toute compagnie suspecte, parce que c'est comme si c'était contagieux, ça. Quand on parle du soupçon, il ne faut pas qu'on vous voie avec quelqu'un qui... Voilà. Donc, évitez toute compagnie suspecte. Ne vous approchez jamais d'une femme à la réputation douteuse et n'en souffrez aucune en votre présence. Et alors là, c'est drôle, en marchant, gardez la tête droite. Les yeux baissés constamment, le regard fixé à 4 toises devant vous, à terre, sans laisser divaguer ni sur un homme, ni sur une femme, ni à droite, ni à gauche, ni vers le haut.
ne riez pas, ne vous arrêtez pas dans la rue pour parler à qui que ce soit. Et ce qu'il dit encore par rapport justement à l'apparence et cette réputation qui est si fragile, sachez que la richesse, la beauté du corps et du visage, l'origine familiale et toutes les autres qualités sont détruites et anéanties en une femme qui a une tache ou qui a seulement suscité un soupçon contre une de ses vertus, c'est-à-dire la virginité et la chasteté. Virginité est un terme beaucoup plus vaste que ce que nous entendons aujourd'hui. Alors tout est irrémédiablement gâté et effacé. La chute est sans remède. Il suffit qu'une seule fois vous nourrissiez un soupçon. Hein. Et même si cette rumeur est sans fondement, la femme en sera marquée pour toujours. Et il insiste. Donc on sent que c'est vraiment une préoccupation terrible. C'est peut-être aussi lié au fait que la caste bourgeoise est en émergence, vraiment en émergence. Et c'est très difficile de la cerner, de la décrire. Mais une chose est sûre, on est aristocrate, on est paysan, on est... Et on le reste en général. Par contre, pour le bourgeois, ce n'est pas tout à fait ça. On peut le devenir. Hein. Par exemple, un artisan qui est apprenti, etc., ce n'est pas un bourgeois. Mais si jamais il devient maître, s'il devient aisé, s'il acquiert des propriétés, et si son fils fait des études, alors là, il devient bourgeois. Donc c'est une caste, on peut devenir, donc c'est extraordinaire, mais c'est fragile. On peut très rapidement, en fait, perdre, hein, déchoir, on peut dégringoler de cette notabilité acquise. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui explique cette âpreté de l'enseignement, cette angoisse de s'exposer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage? C'est un des premiers où nous avons vraiment ce mélange, non seulement évidemment de culture académique, mais qui n'est pas seulement théorique, puisque l'idée c'est justement la pratique. Donc pour la catéchèse, évidemment on énumère très rapidement les péchés et les vertus, mais ce qui est important ce sont les conséquences pratiques, c'est ça qui est développé. Et pour les autres domaines c'est pareil, donc comment prendre soin du mari, comment chasser les puces de la maison, comment tenir un ménage, comment accueillir le mari quand il rentre, etc. Et puis évidemment, on a ce chapitre qui a fait un peu la célébrité du ménager. On peut à la fois en être heureux et en être triste, c'est-à-dire la cuisine. Il y a énormément de recettes de cuisine dans cet ouvrage. Et contrairement à d'autres traités, c'est pas le seul, hein, mais c'est certainement le seul qui accorde une attention aussi presque exclusive en fait à l'ordinaire. Il y a beaucoup de silence dans cet ouvrage, silence que j'ai essayé de faire parler. Par exemple, on ne sait pas le nom du bourgeois ni de sa femme, on ne sait pas ce qu'ils mangeaient matin, midi et soir sur leur table, on ne sait pas où ils habitaient. Vous voyez, il y a une dimension toujours généralisante qui efface le concret et qui pour nous pose, alors pour le lecteur, de base, la question de la sincérité, et pour l'historien, la question de la validité de cet ouvrage pour une exploitation historique. Et en fait, notre savoir, c'est ça. Notre savoir par rapport au passé, ce sont des gruyères. Nous faisons une espèce de cohérence par rapport aux choses que nous avons. Nous ne pouvons pas inventer les trous, donc on fait des ponts. Et je pense que le ménager de Paris, et ce que j'ai essayé d'en tirer en faisant parler d'autres textes, quand il y a des silences, c'est ça, c'est une leçon d'humilité et en même temps, oui, d'ouverture extraordinaire par rapport à une époque que nous pouvons juste toujours pressentir, admirer, adorer, mais ne jamais cerner avec certitude.